Trump always chicken out? Le Canada n'est pas à vendre. Trump a dit il ne faut jamais dire jamais. Il était en furax, il goûte à sa pas sourire en voyant tout. Never. But I say never. Partage du monde entre les grandes puissances. We are the largest client of the United States. Bonjour à tous, ici Antoine Martin, accompagné de Clara, pour votre rendez-vous quotidien avec Impact Actu à 17h09. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise économique majeure. Restez avec nous. Ben ça y est, c'est reparti. Donald Trump reprend bel et bien sa lubie des tarifs. Mark Carney n'est pas passé par 4 chemins quand Donald Trump a évoqué le 51e État devant lui. Plusieurs moments forts. Oui, certainement. Et vous avez fait mention du passage sur le 51e État. C'est clairement l'un des moments forts parce que M. Carney a été ferme quand M. Trump a parlé de cette ligne artificielle tracée à la règle, des bienfaits pour le Canada de s'annexer aux États-Unis. Il a répondu jamais. Et quand M. Trump a dit il ne faut jamais dire jamais, M. Carney a ajouté plus tard que les Canadiens ne changeraient pas d'idée. Le premier ministre canadien qui lui a aussi répondu concernant les questions commerciales. Quand M. Trump disait que nous n'avons pas besoin du Canada, pas besoin de leur bois, pas besoin de leur aluminium. Il a signé un de ces fameux décrets controversés qui double les tarifs qu'il a déjà imposés sur l'aluminium et l'acier, donc du simple au double, tout simplement, comme ça, tout bonnement. Or, l'impact est majeur, considérable aux États-Unis, dans plusieurs secteurs d'activité, l'automobile notamment, mais chez nous aussi. Vous savez, le Québec, c'est le producteur d'aluminium au pays. Les tarifs à 25% sont, d'après nous, inacceptables. On a expliqué comment les augmenter d'un autre 25% sera très difficile pour l'économie du Canada et des États-Unis. Ce qui se passe dans le secteur de l'aluminium est très préoccupant et donc nous sommes là pour aider autant les industriels, autant également les organisations syndicales. Surtout très mauvais pour les États-Unis. My recommendation is slap them with a 25%. Là, on est en droit de savoir c'est quoi le plan si les tarifs passent à 50%. C'est le client numéro 1 des États-Unis présentement. Voici les meilleurs moments de ce passage au bureau ovale. Canada is a very special place to make. I know so many people that live in Canada, but you know, it takes two to tango, right? Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But I say never. We are the largest client of the United States. Jean Charest, l'ancien premier ministre du Québec, associé maintenant au cabinet d'avocats Terrien, Couture, Jolicoeur. M. Charest, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Larocque. Donc, c'était trop beau pour être vrai, là, une petite accalmie, puis voilà, là, Trump qui en ajoute. Comment vous interprétez sa décision d'aujourd'hui, M. Charest? Ça sort du champ gauche. La semaine dernière, personne n'attendait ça soudainement. C'est comme pour justifier la transaction qu'il a permis entre US Steel et une compagnie japonaise qui prend le contrôle de US Steel. Alors, c'est comme s'il voulait justifier en augmentant les tarifs. Il sort un lapin de son chapeau. Maintenant, ça va être une catastrophe pour le secteur de l'aluminium aux États-Unis comme au Canada. À ce prix-là, M. Larocque, on n'est pas compétitif pour vendre notre aluminium aux États-Unis. Ils n'en auront pas assez pour leur secteur de l'automobile puis tous les autres secteurs de consommation. Alors, honnêtement, là, je sais pas à quoi ça mène parce que il y a devant lui un mur puis un cul-de-sac s'il persiste à augmenter les tarifs à 50%. L'autre aspect du dossier, il faut savoir, le problème, il est en Chine. Il y a 20 ans, la Chine produisait 8% de tout l'aluminium dans le monde. Aujourd'hui, c'est 61% parce qu'ils subventionnent leur industrie.
Et au rythme où ça va là, et la demande à l'aluminium va augmenter d'ici 2050, ça va augmenter de 80%. Alors, il y a un marché qui est très prometteur, mais l'enjeu, c'est pas chez nous, c'est la Chine, et c'est avec la Chine qu'il faut se battre pour protéger nos marchés. Mais dans le cas, je vais vous poser la question directement à M. Charest. Se peut-il que pour expliquer, enfin essayer d'expliquer la décision du président Trump, c'est une question de vanité, d'orgueil personnel. On l'a vu, là, attaqué depuis une semaine maintenant. Vous avez vu ça circuler aussi, là. On le qualifie de taco. Je sais pas qui a imaginé ça, là. Trump always chicken out, là. On revoit un peu ce qui circule. M. Charest, c'est difficile de pas sourire en voyant toutes les blagues qui circulent, mais il paraît que Trump était en furax, il goûte à sa médecine à lui, remarquez, mais est-ce que ça se peut qu'il ait choisi de faire comme ça l'aluminium pour montrer qu'il est tough, qu'il est fort et puissant? Ben, il y a toujours un élément de vanité dans ce que fait M. Trump, et l'acronyme TACO, ça vient d'un commentateur du Financial Times qui a trouvé une formule simple pour décrire une situation que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant et qui reflète le modus operandi de M. Trump. C'est-à-dire, vous frappez très fort, suspendez, l'autre fait des concessions, puis après ça, vous négociez. Alors, il y a des gens qui vont conclure que ça fait partie de la négociation avec le Canada et le Mexique. Peut-être, mais honnêtement, là, l'incertitude, le prix de tout ça, c'est une incertitude économique qui pèse sur l'économie, qui fait mal à tout le monde. Le deuxième prix à payer, c'est une perte de confiance dans nos relations avec les États-Unis pour le moyen et le long terme. Alors, le prix à payer, là, c'est tous les investissements qui ne se réaliseront pas à cause de ces décisions-là. Et le dommage à très court terme va être très important pour l'économie américaine. On est le principal fournisseur d'aluminium. Ils n'en ont pas suffisamment pour faire produire les choses dont ils ont besoin, en particulier dans le secteur d'automobile. Alors, surveillez bien la réaction du secteur d'automobile. À mon avis, ça risque d'être déterminant. M. Charest, est-ce que le Canada devrait, on écoutait Doug Ford, est-ce que le Canada devrait riposter tout de suite, là, ipso facto, comme on l'a fait initialement? Ben, on a déjà fait une riposte. Rappelez-vous, M. Larocque, à chaque fois qu'on fait une riposte, on se fait mal à nous-mêmes. Hein? C'est une logique qu'on accepte. On le comprend. C'est le monde des mauvais choix. Ils nous font mal, on se fait mal à nous-mêmes. Dans ce cas-ci, je suis pas certain, moi, qu'une riposte aurait beaucoup d'utilité parce qu'on a déjà des contre-tarifs. Là, il faut négocier. Et on fait bien de rester à Washington, même si les réponses sont pas bonnes. Il faut constamment revenir à la charge. C'est la seule façon qu'on y arrivera. Et à moyen terme, le président Trump a besoin d'avoir des ententes pour rassurer les marchés boursiers, puis rassurer les acheteurs d'obligations long terme aux États-Unis et de pouvoir passer son budget. Alors, tant qu'on se positionne comme étant une solution à son problème, il y a un espoir qu'on puisse passer l'étape des tarifs et arriver à une vraie entente de libre-échange. Mais Trump a une logique que la logique, peine à saisir. On va s'entendre là-dessus. M. Charest, vous avez vos entrées là, un peu partout aux États-Unis. Les élus républicains là, des États touchés, là, je pense par exemple dans le secteur de l'automobile, mais un peu partout, ils disent quoi en privé, là, en public, ils sont plutôt silencieux encore aujourd'hui. L'inflation commence à monter substantiellement aux États-Unis. J'ai hâte de voir le prix des camionnettes F-150, par exemple, faites avec de l'aluminium de Frontière. Mais qu'est-ce que vous entendez en privé dans vos réseaux de contacts aux États-Unis? Ben, il y a de plus en plus de grenouillage dans les rangs des républicains. Parce qu'ils sentent bien que l'impact sur leur économie, là, si c'est pas aujourd'hui, ça ne tardera pas. Ils suspendront pas les lois de la physique éternellement. Là. Il va y avoir des impacts importants sur l'inflation, le coût de la vie, les taux d'intérêt. Alors là, surtout très mauvais pour les États-Unis. My recommendation is slap them with a 25%. Là, on est en droit de savoir c'est quoi le plan si les tarifs passent à 50%. Il commence à bouger un peu. Il a une majorité à la Chambre, une majorité au Sénat.
Mais ce qui a changé sous Trump, c'est que la légitimité d'un élu aux États-Unis sous M. Trump vient d'abord de Trump lui-même. Ouais. Alors que ça a toujours été un système politique où ils dépendaient plus directement de leurs électeurs. Si vous êtes un républicain aux États-Unis, vous voulez vous faire élire, M. Larocque, il faut d'abord que Trump vous soutienne avant même de passer le test de l'électorat. Et juste pour faire une comparaison avec le Canada, au Canada, on dit que c'est un peu, ça ressemble à notre système à nous, alors que c'était pas comme ça autrefois. On dit qu'un député, dans une élection générale, qu'on vient d'en vivre une, pèse peut-être pour 5% du vote au niveau local. Ça peut être la différence entre la victoire et la défaite. Ouais. On l'a vu aux dernières élections. Mais aux États-Unis, c'était pas comme ça. C'était davantage tributaire de leur électorat plutôt que de l'appartenance au parti. Trump a renversé cette vapeur-là. Et si vous voulez être un élu républicain, il faut d'abord plaire à M. Trump. Non, vous ne serez pas élu. Vous serez pas candidat républicain pour commencer. Et donc, il fait peur encore. Là. Ça n'a pas changé depuis le 20 janvier. Il a une emprise sur les élus républicains qui va durer jusqu'au midterm. Il a une emprise jusqu'à temps que ça fasse tellement mal qu'ils risquent leur réélection. Puis après ça, les élus républicains vont commencer à le contester. Ils commencent à le faire, mais c'est encore trop modeste. Les midterms vont nous permettre, je pense, ce sera une ouverture pour arriver à une nouvelle dynamique où il va encore être très fort, mais il n'aura pas une emprise presque totale sur la vie des élus, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est dans 1 an et demi quand même. Patience. M. Charest, je peux pas vous parler sans vous poser une petite question sur ce qui s'est passé hier à Saskatoon et ce qui se passe dans l'air au Québec et au Canada. Le Love is in the air, chantait Doug Ford hier. Mais elle était bonne et M. Ford a donné le ton un peu. Mais vous en pensez quoi? Le premier ministre du Québec qui, au fond, accepte d'intégrer l'économie du Québec dans celle du Canada. Enfin, tu sais, au niveau du principe, fini 13 économies. Auriez-vous fait la même chose, vous, comme premier ministre du Québec? Et qu'est-ce que vous pensez du love-in canadien en ce moment? Ben, qui aurait pensé que Saskatoon allait devenir la ville canadienne de l'amour? Et, honnêtement, je n'aurais jamais deviné. Cela étant dit, M. Legault n'a rien sacrifié des compétences du Québec. Et le Québec opère à l'intérieur du Canada. On vend aux Canadiens, les Canadiens nous vendent et on est Canadiens. Donc, travailler à l'intérieur du marché pour que notre économie soit plus performante, c'est pas un défaut, c'est une qualité. La preuve de ça, c'est que François Legault met sur la table un projet de ligne d'interconnexion entre Terre-Neuve-Labrador et le Québec, que le fédéral peut financer. Et on ne le faisait pas avant. À l'époque de mon gouvernement, vous savez, M. Larocque, là, c'était impensable qu'on permette au gouvernement fédéral de jouer un rôle dans le domaine de l'hydroélectricité. C'était presque sacré. Là, on a évolué dans notre pensée, avec raison, pour que le fédéral joue un rôle à la condition de pouvoir bien encadrer le rôle fédéral. C'est ça, ultimement. Tant qu'on vivra dans la Fédération canadienne, il n'y a pas de mal à participer à ces projets-là qui sont bons pour nous, d'abord, et bon pour l'économie canadienne. Monsieur Charest, avant de se laisser, bon, évidemment, Love is in the air à Saskatoon, vous avez raison, on n'a pas vu. C'était pas comme ça dans votre temps. Il y avait un petit peu moins d'amour dans l'air, corrigez-moi. C'était pas. Ça variait. L'amour était moins intense qu'il était hier. Oui, moi, j'ai vécu avec Jean Chrétien comme premier ministre, Paul Martin. Et après ça, Stephen Harper, il y avait un peu moins d'affection. C'était moins. C'était pas une boule d'affection, là, disons. Mais les relations, tu sais, en bout de ligne, M. Larocque, on est chacun élu pour défendre notre population et travailler avec l'autre. Et quand on est en politique, on agit de manière professionnelle, on travaille visière levée pour défendre chacun nos intérêts. Avoir des désaccords, c'est pas
pas anormal, c'est même normal. Et tant mieux s'il y a de l'amour, ça rend les choses un peu plus faciles. On n'aura jamais, enfin quand même, hein, ça garde intacte la capacité d'émerveillement, ce qui est correct en politique. Oui. Qui aurait pensé Saskatoon, la ville de l'amour? Oui, quand même. Oui. Dernière petite question, parce que bon, on parle de grands projets nationaux, etc., mais il y avait comme un absent autour de la table hier, les Premières Nations, là, les Autochtones des Premières Nations, et tout ça. Je sais pas, est-ce que c'est pas une erreur politique de pas avoir tout de suite tendu la main puis tout de suite intégré, au fond, leurs représentants aux discussions? Parce qu'il n'y a rien qui va se faire sans eux, là. Ben, vous avez raison. Et il est normal que la rencontre se fasse entre les premiers ministres et c'est un système fédéral et le premier ministre du Canada. C'est notre structure fédérale qui est comme ça et à l'époque où j'étais au gouvernement, on protégeait ça jalousement. Maintenant, s'ils n'étaient pas à la rencontre, je peux vous dire qu'ils ont, les Premières Nations habitaient le communiqué de presse. Ils sont mentionnés à 8 reprises dans le communiqué de presse. 8 reprises. Ce qui me fait dire qu'ils étaient très conscients de l'importance de travailler avec les Premières Nations pour mettre en œuvre des projets. Et là, il faut qu'ils s'y mettent parce qu'il y a comme une réaction, un braquage des Premières Nations, là, au sens où ils s'y opposent parce qu'ils n'étaient pas à la table. Moi, à mon avis, M. Carney, les premiers ministres des provinces seraient bien servis de leur parler beaucoup dans les prochains jours pour les rassurer et les mettre dans le coup. Voilà, conseil pro bono de Maître Jean Charest. Oui. Pas de voyage à Saskatoon de prévu cet été, M. Charest? Non. Chez nous, l'amour, ça va être dans les cantons du Est. Au Québec. Charest, premier du Québec avec nous. Merci, M. Charest, pour votre éclairage